Il semblerait qu'ici il y ait des fans de V10, hein? Sous le T5M au sujet de la Carrera GT, il y en a plein qui m'ont demandé à faire un nouveau T5M sur l'autre voiture dont le moteur fait le meilleur son de l'histoire. J'ai nommé la Subaru Impreza. Non, je déconne. Pour être tout à fait honnête, avant de faire des recherches à son sujet et pour vous préparer ce T5M, je savais pas grand chose au sujet de l'histoire de la LFA. Et c'est probablement parce qu'elle date du début des années 2000, et que moi, au début des années 2000, j'étais occupé à faire du street racing dans les rues de Casablanca au volant d'une Golf 4 TDI, avec du métal à fond. Et ouais, on a tous nos casseroles. Bref, Lexus dans l'histoire de l'automobile, c'est une marque relativement jeune. Elle a 30 ans à peine. Et si vous savez compter, Lexus à la fin des années 90, ils s'apprêtaient à fêter leurs 10 ans. Un constructeur tout bébé, tout mignon, 10 ans à peine. Et bah c'est à cette occasion, ou en tout cas à cette époque-là, que son patron, Akio Toyoda, décide qu'il faut frapper un grand coup en créant une voiture incroyable. Et Akio, il se dit que le meilleur truc à faire, c'est de créer une supercar. Mais pas n'importe quelle supercar, une incroyable supercar. Et là, Akio, il a parcouru le chemin jusqu'au bureau du grand patron du groupe Toyota. Et vous savez quoi? Je pense qu'il avait de super arguments parce qu'il a eu son accord quasi immédiatement. La force était avec lui, Maître Toyoda. L'investissement allait être colossal, mais il allait permettre à la fois de faire un très gros coup de com' en sortant une voiture incroyable, mais aussi il allait permettre de réouvrir une usine où Lexus avait pour habitude de fabriquer des moteurs de F1 dans le passé. Des moteurs de F1 qui ont participé à 139 GP et qui n'en ont gagné aucun. Du coup, fermez l'usine, dehors tout le monde, c'est fini! Bref, Akio il a carte blanche pour s'entourer des meilleurs. Il les réunit tous dans son bureau et il leur fait un brief extrêmement simple. Aujourd'hui les gars, j'ai un super brief pour vous. Faire la supercar la plus incroyable de tous les temps, mais aussi la plus chère et la moins rentable. Des idées? Moi, patron, j'ai une idée. On va faire un châssis full aluminium. L'aluminium, c'est à la mode en ce moment et c'est ce qu'il y a de plus cher. Bravo Babacar, super idée! On mettrait sous le capot un moteur inédit, on part d'une feuille blanche. Comme ça, on évite les économies d'échelle. C'est super cher ça! Pas mal Michel, pas mal, je note. Et un partenariat avec des fabricants de pianos. Comme ça, le son du moteur, il ferait une mélodie incroyable. Dites donc, vous êtes en forme aujourd'hui, Jackie. Bravo! Et si on proposait aux ouvriers qui fabriqueront cette voiture qui peuvent prendre tout leur temps, des pauses café, des massages, du repos et carte blanche sur les heures supplémentaires. J'ai encore une meilleure idée pour le châssis, on va pas utiliser d'aluminium, ça coûte pas assez cher, il y a un nouveau truc, ça s'appelle le carbone, c'est vraiment super, et si on fabrique chez nous, ça sera vraiment très cher. Excellente idée Rachid, je note. Et avant de livrer les voitures aux clients, une fois la voiture sortie d'usine, on pourrait procéder à 5000, non, 6000, allez, 7000 points de vérification. Et après, on ferait même des comptes rendus de 350 pages pour chaque bagnole. Et dites donc, Babacar, t'es en pleine forme aujourd'hui. Vous savez quoi? Je kiffe toutes vos idées. Et comme je suis de super bonne humeur aujourd'hui, je les valide toutes. Et je vous jure que tout ce que je viens de vous dire est vrai, ou presque. Entre ce moment-là et la production effective de la voiture, il va se passer 10 ans. 10 putains d'années pour concevoir une voiture, c'est énorme! Quand tu sais que la Porsche Carrera GT a été conçue en 2 semaines! Allez, à peine plus, mais 10 ans, c'est énorme! Et le résultat de 10 ans de recherche et développement pour produire une supercar, ça donne des trucs à la fois géniaux et à la fois tout pourris. Et j'aurais adoré vous raconter tout ça point par point. Mais comme cette bagnole, elle a mis 10 ans à être conçue, il y en aurait pour des jours, des années entières! Et comme j'ai pas non plus tout mon temps, je vais tirer au sort 2 défauts majeurs et 2 qualités majeures pour vous raconter l'histoire de cette bagnole. Et je vais commencer par les défauts. Sa boîte de vitesse. C'était une boîte auto, parce qu'à l'époque, une boîte auto c'était la classe. Quand t'avais une voiture, en plus une supercar, avec une boîte automatique dedans, t'étais le roi du monde. Sauf qu'à l'époque, justement, les boîtes automatiques, c'était pas vraiment ça. En fait, c'était des boîtes manuelles robotisées. Entre la 2 et la 3, t'avais le temps de te faire un café. Et dans une supercar, c'est vraiment dommage. Ouais, le même genre de boîte automatique que ton grand-père avait dans sa Twingo 1. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est une boîte de vitesse dont le poids mort est le plus long du monde, pile au moment où tu décides de doubler et qu'il y a un camion qui arrive en face. T'as le pied dedans, première... Il se passe rien. Point mort, camion, deuxième. Tu parles de progrès, ils auraient dû y coller une bonne vieille boîte méca, comme la Carrera GT ou la Dodge Viper. Là, ça aurait été vraiment dingue. Quoi, il reste qu'un seul papier? Et alors? Pas de ma faute, il a que 2 défauts. Je mélange quand même.
son prix. Et bah ouais, son deuxième et dernier défaut, c'était son prix. 377 000 € à sa sortie en 2010. En argent d'aujourd'hui, je sais pas combien ça fait, mais encore plus que ça. Et si tu veux en acheter une maintenant, t'as pas d'autre choix que d'aller sur le marché de l'occasion. Dans le meilleur des cas, elle te coûtera le même prix qu'en 2010. Et sinon, si tu en veux une vraiment propre, ou encore pire, une série limitée, t'en as pour le double, voire le triple. Et ce prix, il va pas aller en s'arrangeant parce qu'ils en ont produit que 499. Elle va être de plus en plus rare et donc de plus en plus chère. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais 377 000 €, c'était 6 fois le prix d'une Nissan GT-R. Est-ce qu'elle était 6 fois plus performante? Ben non! Et elle coûtait presque le double du prix de la Ferrari 599, un V12 avec une boîte méca. Putain! C'était tout simplement la voiture japonaise la plus chère de l'histoire de toutes les voitures japonaises. Est-ce que ça les valait? J'en sais rien, je trouve que ça fait cher les qualités, dont je vais vous parler juste après. Et maintenant, on peut passer au tirage au sort de 2 qualités. Bah oui, il y en a un peu plus. Il faudrait que j'amène un grand saladier. Et heureusement pour elle, des qualités, elle en avait un peu plus que des défauts. Et le hasard a choisi que je vous parle de son moteur. Accrochez-vous bien parce que sous le capot de la LFA, il y a l'un des moteurs les plus incroyables de l'histoire des voitures de série. Un V10 de 4 litres 8 de cylindrée qui développe 560 chevaux à 8700 tours minute, une zone rouge à 9000 tours minute et un rupteur qui se déclenche à 9500 tours minute. Le YOLO! Une œuvre d'art presque intégralement réalisée à la main. Il y a des mecs qui prennent de l'aluminium en fusion, qui le versent dans des moules en sable pour fabriquer le bloc. Et ensuite d'autres mecs avec des toutes petites fraiseuses toutes douces qui polissent chaque angle de ce bloc. Et arrive ensuite le montage, 2200 pièces séparées en 61 kits bien rangés et tout propres. 2 jours et demi d'un seul ouvrier pour assembler ce moteur. Un peu comme un Lego technique super compliqué, mais un Lego technique auquel seuls quelques mécanos hyper expérimentés auraient le droit de jouer. Ces mécanos, on les appelle des Takumi, des experts parmi les experts, c'est carrément des demi-dieux de la mécanique. Une fois terminé, ce moteur il était tellement dingue que lorsqu'ils ont essayé de poser un contour mécanique dessus, il a implosé. Pourquoi ? Désolé, j'ai la voix qui mue, l'adolescence. Et bah tout simplement parce que ce moteur, il met 0,6 secondes pour passer du ralenti au rupteur. 0,6 secondes pour passer de 1000 à 9500 tours minute. Aucun contour mécanique n'était assez rapide pour aller aussi vite que le moteur. Du coup, ils en ont mis un électronique. Et tenez, ça m'intéresse. Chronométrez votre voiture, vous, pour voir combien de temps elle met pour aller du ralenti jusqu'au rupteur. Ça m'intéresse. Et c'est pas tout, ce V10, il était plus compact que le plus compact des V8 qu'avait Toyota ou Lexus en stock à l'époque. Et il était aussi plus léger que le plus léger de leur V6. 10 cylindres, plus léger que 6 et plus compact que 8. C'est bien, non? Ils ont dit qu'ils allaient faire un moteur incroyable, et ben ils ont pas parlé chinois, ces japonais. Bah quoi? Le hasard. Ah bah tiens, le son du moteur. Si je vous dis que la Lexus LFA fait l'un des plus beaux sons moteurs de l'histoire de l'automobile, je vous apprends rien. En revanche, je crois que je vais vous apprendre d'autres trucs. En ce qui concerne la LFA, on parle pas de bruit que fait le moteur, on parle de son et on pourrait même parler de symphonie. Et je vais vous raconter pourquoi. Le V10 de la Lexus LFA, il a été conçu en partenariat avec Yamaha. Alors ça peut paraître bizarre, mais Yamaha, ils avaient déjà participé à la conception de la 2000 GT, une Toyota sortie à la fin des années 60 et qui avait fait un carton. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Yamaha, ils sont aussi fabricants d'instruments de musique. Ils fabriquent parmi les meilleurs pianos à queue du monde. Et à votre avis, quel est le point commun entre un piano à queue et une Lexus LFA ? Non, c'est pas ce que vous pensez. Le point commun entre un piano et cette bagnole, c'est le soin apporté à la façon dont le son va se propager dans l'habitacle de la voiture et à l'extérieur de celle-ci. Les fabricants de pianos, ils ont travaillé sur la LFA comme si c'était un instrument de musique. Ils ont été tellement loin dans leur délire qu'ils sont allés jusqu'à redessiner la forme, l'épaisseur des parois et les matériaux utilisés de la boîte à air de la voiture. En plus de permettre au moteur de respirer de façon optimale pour sortir tous ses chevaux, à l'intérieur de la boîte à air, il y a des rainures qui font que lorsque l'air passe dedans, ça produit une sonorité pure.
Et pour que ce son circule parfaitement dans l'habitacle et à l'extérieur, la boîte à air elle communique avec 3 canaux de diffusion sonore qui envoient les sons graves au pied du conducteur et du passager et les sons aigus au niveau des oreilles. C'est pas une bagnole, c'est pas un habitacle, c'est un putain d'opéra. Et pour que cette symphonie elle soit aussi belle et pure à l'extérieur qu'à l'intérieur, il y a eu un énorme travail fait sur l'échappement, sur sa forme et sur la façon dont l'air circule à l'intérieur pour qu'à chaque régime, surtout dans les très hauts régimes, ce moteur produise un son incroyable. J'en ai des larmes aux yeux à chaque fois que j'en parle. La LFA, elle est tout simplement dans mon top 1 des moteurs qui produisent le plus beau son. Jamais! Masturbé, M-A-S-T-U-R-B-E. Allez, s'il devait y en avoir qu'une seule autre, c'est pas une voiture de série, c'est une voiture de course. C'est la Mazda 787B du Mans. Voilà, vous avez gagné. Faites pleurer encore. Bon bah voilà, je vous ai raconté la LFA en 2 défauts et en 2 qualités. C'est terminé, merci beaucoup, ciao! Non, je déconne, j'ai encore plein d'autres anecdotes. Bon ok, j'aurais aussi pu vous parler du carbone qui compose la quasi-intégralité de cette voiture, dont le procédé de fabrication, les moulures et la résine ont été inventés par Lexus. Parce que contrairement à Porsche ou à Lamborghini par exemple, qui sous-traitent la fabrication de leur carbone, Lexus, ils ont tout fait à la maison. J'aurais aussi pu vous parler de cette machine incroyable qui fait tous les pleins de tous les fluides de la voiture par un seul petit trou. Et même vous dire que cette machine, tant qu'elle fait le plein et que c'est pas terminé, elle joue une petite musique. Ah! Putain, même les Pink Floyd sous acide, ils ont pas fait un truc aussi tripé. Je vais te mettre tous les fluides par un seul petit trou. Tous les fluides par un seul petit trou. Ah, et j'aurais aussi pu vous parler de la LFA Nürburgring Edition, une série limitée dans la série limitée, dont le châssis et l'aéro ont été travaillés pour qu'ils soient optimisés spécifiquement pour le circuit du Nürburgring. En gros, si tu vas sur le circuit du Mans avec, tu te plantes, si tu vas sur le Nürb, tu tombes un record. Et côté moteur, il n'y avait pas une grande différence, à peine 15 chevaux de plus. Et cette édition Nürburgring, elle célébrait justement le record que Lexus avait tombé sur le Nürburgring en 2011 avec une LFA. Un tout petit record, 3 fois rien. Celui de la voiture de série la plus rapide de toutes les voitures de série qui avaient roulé sur le circuit. C'est pas mal, hein? Mais c'est pas tout. C'était aussi le 5e temps le plus rapide en prenant en compte même les voitures de course. Et j'aurais aussi pu vous dire qu'en 2017, il y avait encore 12 exemplaires en vente chez Lexus, des exemplaires neufs. Comme quoi, ça n'a pas été un franc succès. 377 000 balles, tu m'étonnes. Et enfin, que malgré son prix exorbitant, chaque LFA vendu représentait plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes pour Lexus. Mais chez Lexus, ils voyaient ça comme un investissement, un peu comme quand tu fais de la pub. Ça sert l'image de la marque pendant des années, pour l'éternité même. Si ça se trouve, il n'y aura plus de pétrole ni de bagnole et on se souviendra encore de cette symphonie. Merci Lexus pour cette voiture qui n'a aucun sens et qui donc est indispensable. Merci Jackie, merci Michel, merci Rachid et merci Babacar pour tout ce que vous avez fait. Grâce à vous, l'automobile, ça nous fait rêver. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Et si c'est pas le cas, dites-le aussi en commentaire. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, un T5M, un brap, un live, je sais pas, une rediff, une vidéo quoi. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, nous suivre sur Instagram, d'acheter nos t-shirts sur le site, de tout faire. Allez, ciao.